disais dans une précédente vidéo que normalement, lorsque quelqu'un fait remarquer quelque chose qui n'avait pas été signalé jusque-là, les gens de bonne foi reconnaissent la validité de ce qu'il a proposé. Et donc, il se crée un nouveau consensus autour de ces observations. Quand bien même ces observations seraient-elles décalées ou seraient-elles détonnantes par rapport à ce qui a été dit précédemment, il y a des faits, comme on appelle ça des faits. Il y a des faits, des faits d'observation qui s'imposent à toute personne qui n'est pas dans le déni, qui n'est pas dans la mauvaise foi. Et il est essentiel dans une communauté, pour qu'elle avance, que dès lors que quelqu'un a proposé quelque chose, pas proposé simplement, mais a fait observer quelque chose, a mis en évidence quelque chose, a démontré, et dans démontrer, il y a montré quelque chose, eh bien, normalement, tout le monde suit. Parce que une chose est d'être le premier à trouver quelque chose, une autre chose est que tout le monde est capable, une fois que ça existe, de suivre cette direction. De la même façon, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un peut construire une voiture, et puis après tout le monde peut la conduire, cette voiture. Quelqu'un peut construire une chaise, et puis tout le monde peut s'asseoir dessus. Mais il y a un début à chaque chose, mais une fois que cette chose a été mise en évidence, a été proposée, a été transmise, eh bien il n'y a aucune raison que tout le monde ne l'adopte pas. Et ça va au-delà de questions de personnes, etc. Jusqu'à un moment donné, ce qui a été montré peut être vérifié par chacun, et par conséquent, il ne s'agit plus d'une question de personne. Tout le monde s'aperçoit de la chose, même si, en effet, une certaine personne avait été la première à le signaler. Autre problématique que je voudrais signaler dans cette réflexion, je dirais, épistémologique, ce que j'appelle l'épistémologie de l'évidence, et qui est peut-être plus complexe, c'est par exemple montrer qu'il y a eu une erreur. Une erreur a été commise à un moment donné dans la transmission. Bon, c'est une forme d'observation aussi, bien entendu. J'ai donné hier ou avant-hier un exemple flagrant et frappant de ce genre d'erreur, et j'espère, et toute la question est là, j'espère que la communauté astrologique, la communauté en tout cas des historiens de l'astrologie, historiens de l'astrologie ancienne, de ceux qui travaillent sur l'évolution, la genèse du savoir astrologique à travers les âges, suivra à court terme la voie que j'ai signalée. Là aussi, toute la question est là. On montre quelque chose qui est observable, qui est aisément observable, qui une fois que c'est montré, ça va de soi, en quelque sorte. Et on va voir s'il y a des résistances par rapport à cette observation. Il s'agit en l'occurrence du problème du nombre 7. Si vous interrogez les astrologues sur l'importance du nombre 7, pourquoi ce nombre 7, ils vous répondront généralement que ce nombre 7 est important parce qu'il y a 7 planètes, ou parce qu'on en connaît ces 7. Et par conséquent, si on découvre une nouvelle planète, il est normal qu'on passe à 8, 9, 10 planètes. Mais il y a une autre théorie qui est en train de se manifester aussi, et qui à mon avis va se substituer, va remplacer la précédente, en tout cas l'autre. C'est la théorie que le 7 n'a rien à voir avec le nombre de planètes, puisque précisément on sait très bien qu'il n'y en a pas 7 de toute façon, parce que dans les 7 on compte le Soleil et la Lune, et puis que de toute façon on en a découvert d'autres, comme Uranus, Neptune et Pluton, ce qui généralement fait dire qu'on a 10 planètes. Et ce qui amène d'ailleurs les gens à tort, d'ailleurs, entre parenthèses, comme Mark Cohen par exemple, à associer les 10 séphirotes avec les 10 planètes. Ça c'est à mon avis, c'est pas une très bonne idée. Parce que c'est très ponctuel et finalement c'est déjà fondé sur un malentendu. Mais la difficulté vient du fait que justement, en l'occurrence, les jours de la semaine, qui sont une division par 4 du cycle de la Lune, se sont vus attribuer par ailleurs
les 7 planètes, puisqu'on dit le jour de la Lune, le jour de Mars, le jour de Mercure, le jour de Mercure, le jour de Jupiter, jeudi, le jour de Vénus, vendredi, etc. Et donc, il y a un amalgame entre les deux systèmes de 7. Le système de 7 qui est une division de la semaine en 4, fois 7, 28 jours, la Lune, et d'autre part, le fait qu'il y a eu à un moment donné 7 astres. Mais en réalité, l'intérêt qu'on a porté pour ces 7 astres était probablement lié d'abord à l'importance du nombre 7. Et après, on a associé aux 5 planètes qu'on connaissait à l'époque 2 luminaires, la Lune et le Soleil, qui ne font pas partie, qui ne sont pas assimilables pour toutes sortes de raisons d'ailleurs à ces 5 planètes. Donc, voilà la question qui se pose aujourd'hui. Bon, voilà. Maintenant qu'on a mis en évidence cette erreur, cette ambivalence, à savoir qu'on s'est trompé, qu'on a, autour du 7, on a cru que c'était les planètes, alors que c'était en fin de compte les phases qui sont obtenues en divisant par 4, soit le cycle de la Lune de 28 jours, soit le cycle de Saturne de 7 ans, de 28 ans, qui donne des périodes de 7 ans. La question est de savoir si une fois qu'on a mis le doigt sur le problème, est-ce que les gens vont suivre? Est-ce qu'ils vont d'eux-mêmes dire, bon, effectivement, on s'est trompé? Mais c'est une erreur absolument monumentale. Pourquoi? Parce que justement, si on rentre dans la logique du septénaire, donc on peut dire, bon, mais il y en a 7, maintenant il y en a 8, maintenant il y en a 9, maintenant il y en a 10. C'est ce qu'a fait quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas dans son ouvrage Nombres et formes du cosmos, par exemple, dans les années 60-70. Bon. Et puis, ce sont fait de tas d'auteurs, qui d'ailleurs n'ont pas hésité, et moi-même, en 76, c'est une thèse que j'avais adoptée, ils n'ont pas hésité à penser qu'il devait y avoir 12 planètes, parce qu'il y avait 12 signes zodiacaux, ce qui est encore une autre problématique, parce qu'effectivement, à partir du moment où on a découvert qu'il y avait 3 planètes au-delà de Saturne, la tentation a été grande, depuis les années 30, en fait, avec Léon Lasson, par exemple, de désigner des planètes X, Y, ou Proserpine, Vulcain, etc., pour dire, bon ben voilà, alors à ce moment-là, voilà, donc on va avoir le 12, puisqu'il y a 12 planètes. Voyez-vous, donc finalement, cette connaissance des planètes aboutit à toutes sortes d'erreurs d'interprétation. Puisqu'on est maintenant, depuis 1930, on attend toujours une planète au-delà de Pluton, et Pluton lui-même a été mis en question. Même si on a découvert une très lointaine planète il y a pas très longtemps, et qui est vraiment à des distances absolument prodigieuses, bien plus lointaine que Pluton, mais considérable au niveau de son volume, et qui est évidemment pas du tout observable à l'œil nu, bien évidemment, pas plus d'ailleurs que Neptune ou Pluton, ni que les astéroïdes d'ailleurs, bien qu'ils soient plus proches de nous entre Mars et Jupiter, mais beaucoup plus petits, pour qu'on puisse les voir comme Cérès, Junon, Pallas et Vesta, qui furent découverts dans les premières années du XIXe siècle, notamment par Piazzi, l'homme de Sicile. Donc, voilà la question qui se pose à la cité scientifique. À partir du moment où on met en évidence qu'il y a eu une erreur d'orientation et qu'en réalité, il s'agit bien d'une certaine planète, comme Saturne par exemple, qu'on divise en 4, et le fait qu'on découvre une planète supplémentaire n'a strictement aucun effet, puisque ça n'est pas fondé sur le nombre de planètes, mais c'est fondé sur une donnée précise, à savoir la durée de révolution sidérale divisée par 4, parce qu'on a considéré utile de la relier, de l'articuler sur les 4 étoiles fixes royales, qui sont également, entre parenthèses, aussi quelque chose que la communauté astrologique devrait considérer, à savoir qu'elle avait négligé depuis des décennies les étoiles fixes royales, qu'elle n'en avait pas compris l'importance, et là encore, elle est invitée aujourd'hui à en comprendre l'importance et à adopter cette direction, cette orientation et ce point de vue. Voyez-vous? Donc c'est toute la question. Bon, il y a d'autres sujets qu'on pourrait présenter, comme par exemple la question des 10 commandements. Il est évident, depuis mes derniers travaux, que ces 10 commandements sont en fait 7 commandements, et notamment un commandement consacré au serment, que l'on retrouve effectivement dans l'Évangile, et qui est plus explicitement d'ailleurs expliqué dans l'Évangile que dans l'Exode
que dans le Deutéronome. Donc, voyez-vous, là aussi, il faut arrêter de dire les 10 commandements. Ça n'a pas de sens. Il faut dire les 7 commandements, les 7 mitzvot, et arrêter de raconter n'importe quoi. Bon, maintenant, est-ce que la communauté juive va adopter, accepter cette nouvelle lecture? C'est rien n'est moins certain. Rien n'est moins certain. Voyez-vous, je suis dans Matthieu, c'est l'évangile selon Matthieu, selon saint Matthieu, au chapitre 4, 5, chapitre 5 de saint Matthieu, et il nous parle justement d'un certain nombre de commandements, dont le meurtre, dont l'adultère, dont le serment, qu'il ne faut pas commettre en vain, et par conséquent, voyez-vous, c'est très intéressant parce que j'avais déjà expliqué que la question du serment était un commandement, même si l'idée qu'il ne faut pas invoquer le nom de Dieu, c'est pas ça qui est intéressant. Comme d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai trouvé d'ailleurs. Mais non, il ne faut pas invoquer le nom de Dieu à l'appui d'un serment. Et le serment était quelque chose qui était fondé sur une sorte de serment, comme on dit par exemple dans les tribunaux, serment sur les Écritures saintes, serment sur ce qui est sacré. Si on invoque le sacré pour valider un serment, et c'est le principe du serment d'ailleurs, on commet un délit qui rentre dans le cadre des mitzvot. Voilà. Donc voilà encore un exemple. Voyez-vous. La question qui se pose, mes chers amis, c'est de savoir jusqu'à quel point, une fois que l'on a mis en évidence un certain nombre de choses, est-ce qu'on est suivi ou pas? Un autre exemple évident, c'est celui de Nostradamus. J'ai montré clairement que les centuries étaient parues bien après la mort de Nostradamus, qu'elles n'étaient probablement pas du tout de son œuvre elle-même, sinon peut-être une mise en vers de son œuvre en prose. En tous les cas, la rédaction des quatrains n'est pas son œuvre, et ce n'est certainement pas paru de son vivant. Eh bien, là aussi, il y a une communauté scientifique, qui est celle des historiens du XVIe siècle, qui est celle des nostradomologues en général. Est-ce qu'elle est disposée à observer, reconnaître qu'on a observé cela et qu'on a mis en évidence un certain nombre de choses, et par conséquent, à aller dans ce même sens? Voyez-vous, toute la question est là. La question, c'est effectivement, qui nous interpelle pour le XXIe siècle, c'est est-ce que les gens appartenant à une communauté donnée, concernés par un sujet donné, sont capables d'évoluer et d'avancer quand quelqu'un a fait une avancée et quand quelqu'un a mis en évidence un certain nombre d'observations et de faits indéniables et qu'il l'a démontré, qu'il l'a montré. Je préfère dire montrer, parce qu'en réalité, la plupart de nos... Ce qui est important, c'est pas de démontrer, c'est de montrer. Je crois que c'est très important parce que quand on rentre dans la démonstration, on n'en finit pas. Il y a quelqu'un qui dirait, par exemple, je prends toujours l'exemple du daltonien, bon, qui dit démontrez-moi que c'est bien la couleur verte et pas la couleur rouge. Non, montrez-moi. Maintenant, si vous ne voyez pas ce qu'on vous montre, c'est un autre problème. C'est ce qu'on appelle de la cécité mentale. Voilà, donc ça c'est fondamental. C'est une société qui n'est pas capable de reconnaître ses erreurs, ou de plus en moins de reconnaître des erreurs qui ont pu être commises et qu'on lui a montrées, qui ont été dénoncées. Montrer, ça a été montré, et donc moi je préfère, donc dans une épistémologie de l'évidence, on ne démontre pas, on montre. Mais effectivement, il y a celui qui montre, il y a ceux qui ensuite regardent ce qu'on leur a montré et qui suivent la piste, la voie de celui qui a montré le chemin. Le guide, c'est celui qui montre le chemin. C'est pas celui qui démontre quelque chose, il montre les choses. Voilà ce que je voulais dire. Il y a certainement beaucoup d'autres exemples qu'il faudrait mettre en évidence. Par exemple, en effet, pour revenir toujours sur mes travaux, l'évidence que l'anglais a emprunté bien plus massivement au français que l'inverse, bien plus massivement. Bon. Il y a des gens qui ont entendu cela,
qui reconnaissent les deux langues, qui sont en mesure de s'en apercevoir et qui continuent à nier le phénomène, qui ne le reconnaissent pas, alors qu'on leur a montré. Et montrer, c'est encore une fois, c'est bien de l'autre de montrer, puisqu'il s'agit de calculer quantitativement le nombre de mots empruntés au français. Donc ça aussi, on est dans... Donc voyez-vous, les gens sont constamment confrontés à des choses qu'on leur montre, et même pas qu'on est... Et ils ne se contentent pas qu'on leur montre les choses, ils voudraient qu'on leur démontre quelque chose, et cette idée de démontrer, c'est une fausse idée. C'est une idée qu'il faut dénoncer, et c'est au nom de l'épistémologie de l'évidence, de ce qui doit être montré, tout comme on montre l'exemple, qu'il faut se battre, et la notion de démonstration ne fait pas sens, stricto sensu, dans le domaine des sciences humaines, même si on peut considérer que, bien évidemment, quelque part, pour montrer quelque chose dans le domaine de l'histoire, des textes, il faut certainement apporter des éléments de démonstration, il faut suivre un raisonnement, suivre une argumentation, mais au bout du compte, on est toujours, et il faut toujours rester dans le cadre de ce qu'on peut montrer, de ce qu'on peut voir. On pourrait continuer comme cela. Par exemple, en effet, quand on montre par exemple les effets de l'astrocyclologie, maintenant que je l'appelle comme ça, je crois que je l'appelais comme ça autrefois aussi, à savoir que, bon, il y a, par exemple, je terminerai là-dessus d'ailleurs, que, alors là, un cycle ne se définit pas et se ne découpe pas en 3 temps, mais en 2 temps. Parce qu'il est absurde, et ça, c'est une démonstration, c'est une absurdité logique, donc c'est une démonstration logique. Donc, mais c'est une démonstration qui est tellement logique que c'est vraiment de l'ordre de l'observation, du constat. Il est clair que il n'y a pas un 3e temps d'un cycle, il y a un premier temps, puis ensuite quelque chose qui se défait, et ensuite quelque chose qui va se refaire. On est dans un temps binaire. Les astrologues sont souvent encore dans cette idée d'un 3e temps, qui est immédiatement suivi d'un premier temps. Un temps de la fin des choses qui est suivi d'un des temps. Bon, c'est l'erreur que commettent d'ailleurs les juifs, et là, effectivement, là on tombe sur un gros morceau, à savoir que le Shabbat ne fait pas sens. Le Shabbat ne fait pas sens par rapport à la théorie binaire, justement, qu'un cycle est divisé en deux temps, et que, bon, le Shabbat, l'erreur du Shabbat, c'est évidemment que, et ça, une fois qu'on l'a remarqué, on ne peut plus l'oublier, quelqu'un de bon sens, une bonne fois, ne peut plus oublier qu'on lui a dit quelque chose qui est tellement évident, qui est palpable, qui est tangible. Effectivement, il n'est pas raisonnable de célébrer un 2e temps qui ne ferait qu'1 jour, en opposition à un premier temps qui ferait 6 jours. C'est pas équilibré, c'est pas équitable. Il faut diviser la semaine en 2 temps de durée égale. Tout comme il faut diviser, je dirais, tout doit être divisé en 2 temps au niveau du calendrier, etc. Donc cette division 6 plus 1, on fait dire à Dieu, voilà, tu as travaillé pendant 6 jours, et puis le dernier jour tu dois te reposer. C'est pas comme ça que ça se passe. Le repos se fait sur la moitié du temps. Au bout de 3 ans et demi, celui qui était en pleine action, en pleine dépense d'énergie, est obligé de faire une pause. Et cette pause, elle va démarrer bien avant le 6e jour, ou la 6e année. Donc là aussi, une erreur a été commise. Pourquoi cette erreur a-t-elle été commise? Bon. Pourquoi est-ce qu'on a refusé, parce qu'à mon avis, on a dû le refuser à un moment donné, on a refusé cette division binaire en 2 parties égales. On en a fait une autre division qui a d'ailleurs abouti au récit de la création en 6 jours. C'est tout à fait, là aussi, c'est tout à fait discutable.
puisque c'est le même principe. Il n'y a pas de raison qu'on crée, qu'il y ait un travail pendant 6 jours de la création, et puis ensuite un jour de repos. Non. Au bout de 3 ans et demi, il y a effectivement une pause, une nécessité qui ne s'impose pas nécessairement d'ailleurs, dont j'en ai parlé par ailleurs, une nécessité oui, de se reposer. C'est la notion même de Shabbat, de Shvita, qui est donnée en hébreu moderne la notion de grève. Et puis ça renvoie aussi à l'idée de s'asseoir, de s'asseoir, de ne plus rester debout, la Shevet. Et donc, non, le temps de la Shvita, le temps du repos, il est égal au temps de l'action. Il n'est pas un petit strapontin à la fin des 6 jours. Voyez-vous? Donc voilà un petit peu, comme ça, un peu en vrac, un certain nombre d'observations, mais qui vont dans le même sens, à savoir, on montre quelque chose, on met en évidence quelque chose, et la question est de savoir si celui qui met en évidence quelque chose, il est suivi ou pas par la communauté concernée par cela. C'est toute la question de l'enjeu. Une société qui n'est pas assez de bonne foi pour reconnaître ce qu'on lui a montré, pour ce qu'on lui a expliqué clairement, et de façon quasiment sans appel en quelque sorte, est-ce que cette communauté est capable de suivre ce leader et de reconnaître que ce leader, il doit être suivi, qu'il est un bon guide? Et là, on retombe dans la même question que j'ai évoquée tout à l'heure au début, à savoir, est-ce que quelqu'un qui n'est pas reconnu comme un chef, comme un guide, va être entendu, quand bien même montrerait-il les choses les plus évidentes?